Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Patricia Powers. Je suis animatrice de rencontres d'auteurs ici à la bibliothèque de Trois-Rivières de Shawinigan. Des rencontres qui s'intitulent Les belles rencontres de Patricia Powers. Alors, j'ai ce plaisir-là, moi, de faire ça, de m'entretenir, de partager conversation, parce qu'ici, on parle de conversation. Alors, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on aime beaucoup. Elle nous enflamme, nous ensorcelle avec ses chansons, avec tous les thèmes qu'elle aborde. Une carrière brillante, une carrière très occupée, autant ici au Québec qu'en France. On l'aime, on la reçoit parce que un magnifique livre est sorti à la fin de 2021. Ça s'intitule Il était une fois mes chansons. Et c'est Linda Lemay, notre invitée d'aujourd'hui, qui va nous parler de ce beau livre. Bonjour Linda. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Écoute, on se voit en Zoom. Qu'est-ce que tu veux, hein? On est rendu là. On est rendu là, mais en même temps, une chance qu'on a ça. Ben oui, c'est vrai ça, parce que il fut un temps où est-ce que je trouvais que c'était trop présent, les écrans et tout ça, mais c'est une bénédiction en temps de pandémie qu'on ait ça pour Oui. communiquer et continuer d'avoir du plaisir avec notre monde, puis de pouvoir partager nos passions. Donc oui, c'est vrai que c'est bien. Partager ta passion, parce que tu en as une grande, une profonde, une viscérale. Et dans ce livre-là, Il était une fois mes chansons, d'abord, je tiens à te dire que c'est un magnifique livre. C'est C'est beau, beau. hein? Ah, tu sais, souvent, un livre, il y a le dedans, mais il y a le dehors aussi. Alors, Oui. dans le dedans, il est bon, puis dans le dehors aussi, parce que c'est un bel objet. Il est beau, il y a des belles photos. Euh, ces petits bouts de vie ici et là, on en apprend tellement sur toi qu'on a juste envie de se replonger aussi dans toutes tes chansons. Oh, merci. Non, mais Linda, j'ai l'impression que ça doit avoir été un puissant projet, ça. Ça a été de longue haleine, hein, j'imagine, parce qu'il faut savoir qu'il y a Baptiste Vignol qui a recueilli tes propos, avec qui Oui. tu as travaillé pour ce livre-là, une formule un peu question-réponse à l'intérieur du livre. Ça a pris combien de temps? Ça vient de sortir, mais ça s'est fait sur une période de combien d'années, de mois? Ça s'est fait sur une période d'un an. Et je me rappelle que la première fois que j'ai parlé de ça sérieusement avec Baptiste, c'était à mes 50 ans, c'était à l'Olympia de Paris. On s'est vu, puis ça faisait quelques fois que je me faisais offrir de me faire écrire une biographie par des auteurs, puis j'hésitais parce que je trouvais que j'étais trop jeune pour faire raconter ma vie. Je trouvais pas qu'il y avait assez d'intérêt encore. Et puis, je me suis dit à un moment donné, si quelqu'un le fait, ça va être Baptiste Vignol parce que je sais qu'il a le respect non seulement des artistes, mais de la chanson en général. Et il aimait beaucoup ma façon d'écrire des chansons, donc il était touché par mon œuvre et je savais qu'il allait bien en parler. Alors, ça a été lorsque l'idée est vraiment apparue, mais je me disais, quand est-ce que je vais faire ce projet-là avec lui? C'est une belle idée, mais on n'avait pas de temps vraiment pour faire ça. En tout cas, moi, dans ma carrière, on aurait pu dire oui, mais en temps de pandémie, ça nous laisse plus de temps, mais en même temps, non, parce que je m'étais embarquée, moi, de mon côté, dans un grand projet. Il y était 11 fois, 11 albums de 11 chansons. Donc, c'était très, très occupé. C'est du travail 24 heures sur 24, jour et nuit, toujours en création, toujours en studio. Alors, j'ai dit à Baptiste, qui, lui, m'était revenu là-dessus, là, lors de j'avais peut-être 54 ans, 53, fin 53 ou 54 ans. Il m'a dit, là, je serais prêt pour la faire, ta biographie. J'ai dit, oui, c'est une belle idée, ça me tente. Je pense que je suis rendue là. J'ai dépassé la cinquantaine, je me sens à l'aube de quelque chose de nouveau. Je suis comme un bébé dans ma deuxième vie, si on veut. Et puis, et là, j'ai dit, la seule façon de fonctionner, où est-ce que ce serait possible? Ce serait si tu me posais une question par jour, puis à la fin de l'année, tu te ramasses avec 365 réponses, donc tu aurais des informations assez, je pense, pour faire un livre. Et puis, finalement, ben, il m'a posé beaucoup plus qu'une question par jour, mais le matin, avec mon café, j'aime ça écrire de toute façon, je me fais des listes. Et puis, je me suis laissée aller, ça a donné énormément d'informations, tellement qu'à la fin du projet, il m'a dit, c'est le fun, Linda, je suis contente de t'avoir fait écrire un livre sans que tu t'en rendes compte. Parce que s'il m'avait dit qu'il allait mettre autant de mes textes à moi dans ce livre-là, j'aurais dit non en partant. Alors, ça a été un beau travail d'équipe, Baptiste Vignal et moi.
Oui, Voilà. ben c'est intéressant, mais le fait justement de recevoir des questions comme ça par jour, toi, j'imagine que tu avais comme le temps aussi d'y réfléchir parce que j'imagine qu'on peut pas tout dire tout le temps non plus, là. Non, c'est le fun qu'on ait fait ça par écrit, en fait, tu sais, que ça n'a pas été des rencontres, Ouais. puisqu'on était en pleine pandémie, puis que lui, il habitait à l'autre bout du monde, à l'île de la Réunion et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était difficile, là, ça aurait été difficile de se rencontrer. Alors que ça se passe par écrit, pour moi, c'était le confort total parce qu'effectivement, ça me laissait le temps de réfléchir. Parce que quand on essaie de raconter notre vie rapidement, ben ça nous vient pas nécessairement. On se dit, nos souvenirs semblent tout le temps durs à aller attraper. Et puis là, en y réfléchissant, je faisais un beau voyage dans ce que j'avais vécu, mais paisiblement, au début de mes journées, quand ça me tente d'écrire, sans pression. Puis s'il y avait une journée où est-ce que j'avais le goût de répondre juste à une question, ben je répondais rapidement, puis c'était très bref. S'il y avait une autre journée où est-ce que j'étais plus disponible, puis que je me sentais bavarde, et bien là, je remplissais des pages entières. Puis des fois même, je lui répondais en écrivant avec mon crayon dans mes cahiers. Et puis, lui, je prenais des photos et je lui envoyais ça. Donc, il y avait vraiment OK, tu le des faisais pas réponses. par ordinateur. Oui, finalement, j'ai fini par le faire par ordinateur, mais les premières fois où est-ce que j'ai commencé à raconter ma vie, mon enfance et tout ça, j'ai eu le réflexe de prendre mon cahier puis d'écrire tout ça à la main parce que c'est comme ça que j'écris mes chansons et puis c'est un peu comme ça que j'avais envie de lui raconter ma vie. Le fait de retourner, Linda, dans ton enfance, parce que effectivement, le début du livre, c'est ça. Dans le fond, le livre, il est assez chronologique aussi. Là. On ne suit pas à pas ta carrière jusqu'à aujourd'hui. On va parler de ton beau projet aussi, Oui. tes 11, comment tu appelles ça, dans les 11, Il était 11 fois. il était 11 fois, j'aime tellement le titre, 11 fois, on chante, bref, on va démêler tout Oui. ça. Alors, le fait de retourner, de parler de la jeune fille, la jeune Linda, était une fille timide, réservée. Tu dis même, j'étais plutôt du genre passif, renfermé. Le Oui. fait de retourner là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'image que tu nous envoies, est-ce que ça remue des choses? Mais c'est pas l'image que j'en vois, mais cette petite fille-là est toujours très présente. Puis oui, j'ai vécu plein d'expériences, mais dès que j'en ressors, celle que je retrouve, c'est toujours la même petite Linda qui, dans certaines situations, va être très, très timide, puis je vais toujours avoir l'impression de ne pas être assez intéressante. Moi, j'ai pris confiance en moi en écrivant parce que là, j'ai le temps de choisir mes mots, j'ai le temps de choisir les idées que je veux partager et bon, je me sens fière de moi parce qu'on m'a tellement fait de compliments aussi, dire hey, t'as vraiment une belle plume, tu sais comment dire les choses, je m'amuse bien avec les rimes, avec les rythmes, c'est une passion pour moi, donc ça, j'y crois. Donc, je me suis accrochée à ça dans la vie et c'est ma façon à moi de m'exprimer et de me sentir utile. Sinon, aussitôt que je suis coupée de ma carrière, m'enlève ma guitare, je redeviens très rapidement celle qui va être un petit peu à l'écart et qui va observer ce qui se passe autour, mais qui n'osera pas trop plonger. Donc, il y a ce côté-là. Là. Elle n'est pas loin, la petite Linda que je décris au début du livre. Elle est pas loin, mais tu as réussi d'une certaine façon à la dompter. Parce Oui, que tu dis, parce que tu le dis, là, tu viens de le dire aussi, plus passive, plus renfermée, alors que tes chansons traitent de sujets de tout ordre, hein, de tous les côtés, de tous les thèmes. On retrouve des sujets tabous que bien des gens n'oseraient pas aborder. Toi, tu l'abordes. oui. Donc, ça veut dire que tu as dompté ça. La chanson te permet ça. Est-ce que ça serait comme si c'était un personnage, un peu comme une comédienne qui dit moi, je suis bien, bien, bien timide, mais quand j'embarque dans un rôle, quand j'embarque dans quelque chose, Mais quand on est timide, c'est pas parce qu'on n'a pas de profondeur puis qu'on les a pas les opinions, c'est qu'on pense que notre opinion fera pas une différence. Parce que okay. je pense que tout le monde est comme moi de toute façon. Donc, je me dis, Ouais. mais même si moi je le dis, qu'est-ce que ça peut faire comme différence? Mais quand on le dit avec beauté et avec musique, ben là, ça fait une différence parce que tout à coup, tous ceux qui n'ont pas ce talent-là, peut-être que moi j'ai pour faire de la chanson, ben ils vont s'approprier des chansons qui expriment bien ce qu'ils ressentent et tout à coup, tout devient plus léger, même quand les sujets sont super lourds et les gens se sentent moins seuls aussi en Ouais. partageant
des chansons en partageant des textes, en disant, écoute, cette chanson-là, tu vas te reconnaître dedans, même si les histoires parfois peuvent être horribles. Quand c'est fait en poésie, moi, c'est ça que je disais quand j'avais 23 ans, je le dis un petit peu plus tard dans le livre, quand j'avais 23 ans, je disais, écrire le malheur, c'est la seule façon de le rendre joli. Mais je m'en allais là. Je l'avais pris en note, je trouvais ça tellement beau. Ouais, 23 ans quand je me suis retrouvée au Festival de la chanson de Grande-Bay, qui a été le concours que j'ai remporté, qui a été le moment dans ma vie où j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire dans ma vie. Où est-ce que je me suis dit, OK, je pensais que j'étais peut-être fait pour ce métier-là, et là, on me confirme que j'ai raison d'y croire, alors je donne tout. Et depuis mes 23 ans, donc un âge très important pour moi, j'étais bien, j'étais sûre de moi, j'étais sortie de cette espèce de timidité-là, je m'étais trouvé une façon de m'exprimer puis d'exister dans le monde dans lequel je vis et d'être fière de ce que j'étais. Donc oui, je me suis dit, tiens, c'est pour moi ça. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai eu aussi la chance d'être bien entourée de ma famille, de mes amis qui m'ont aidée, parce qu'on ne fait pas une carrière dans ce métier-là du jour au lendemain. Il y a des longues années où est-ce qu'on a du mal à gagner notre vie. C'est normal, mais je m'inquiétais pas, j'avais confiance en la vie, puis je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est ma façon de voir les choses. Je fais confiance à la vie quand les gens me demandent, oui, c'est un gros risque là, ce que tu fais là. Faisons confiance à la vie. Si on focus sur le positif, c'est du positif qui arrive. Quand on focus trop sur le négatif, on risque de tomber de foncer dans le mur, tu sais. Fait que moi, j'aime mieux mettre mes énergies là, pour visualiser des belles réussites, rêver grand, grand, grand. Puis je me dis, là-dessus, sur tous ces rêves-là, il va s'en réaliser, puis ça va me rendre heureuse, ça va rendre heureux les gens autour de moi. C'est vraiment comme ça que je vois la vie. Oui, mais c'est beau, cette espèce d'abandon. On appelle ça, on peut appeler ça aussi la foi ou le fameux lâcher-prise. Hein? Mais la foi, c'est ça. C'est être capable de dire, il y a quelque chose qui m'appartient, je vais m'en occuper. Oui. Et le reste, ben, je fais confiance à la vie. Et voilà, c'est vraiment ça. Puis j'étais comme ça très jeune, de faire confiance à la vie, mais ça me vient aussi, cette espèce de lâcher-prise-là, ça me vient sûrement de ma famille. J'ai eu le plus fort des papas, la plus forte des mamans, des sœurs avec qui je m'entends à merveille, qui sont mes plus grandes complices dans la vie. Donc, c'est sûr que quand on a ce cocon-là qui nous protège dès notre petite enfance, on n'a pas à se construire un autre personnage, justement, pour vivre et se sentir fort. On est qui on est, puis on s'assume. On est bien, on est confortable dans l'humain qu'on est. Le fait parce que tu dis, moi, je raconte des histoires. Hein? Tu dis, moi, mes chansons, c'est de raconter des histoires. Le fait de raconter les histoires, comme tu dis, tout inspire. Tout est autour de toi. Et là, le fait de les raconter, et c'est souvent en jeu. Hein? Beaucoup de tes chansons sont en jeu. J'imagine aussi que c'est la voix que tu te donnes à travers ça, plutôt que celle, comme tu disais tantôt, si j'ai pas ma guitare et j'ai pas mes chansons, ben, je parlerai peut-être pas beaucoup, là. Mais là, avec tout ça, ça me donne une voix, puis je dis vraiment ce que j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. En fait, c'est que dans ma vie, j'ai eu la chance de faire beaucoup de rencontres aussi. Fait qu'il n'y a pas juste ce que je pense, moi, ou ce que j'observe, il y a aussi ce que j'ai eu la chance d'apprendre des gens qui m'entourent ou des gens que je rencontre. Et quand les gens se confient à moi, et souvent les gens vont avoir tendance à se confier beaucoup parce qu'il n'y a pas de jugement. Ils savent que dans mes grands yeux bleus, il n'y a pas de jugement, il y a juste de l'accueil. Puis j'aime l'humain. J'aime l'humain avec toutes les blessures que l'humain peut souvent avoir, qui va faire des fois des choses moins belles ou quoi que ce soit. Mais quand j'écoute, il n'y a pas de jugement. J'aime assez facilement et parfois, bon, ça peut me mettre dans des situations embarrassantes, mais j'aime beaucoup et facilement. Et quand les gens se confient, excuse-moi, j'ai un chat, donc ça m'inspire beaucoup parce que je me reconnais dans chaque histoire. On dirait que je vois Linda qui aurait pu vivre ça, Linda qui aurait pu vivre ça. Alors, c'est pour ça que quand j'écris des chansons, c'est souvent avec le jeu, parce que je le fais passer par moi. Et quand je l'exprime, quand je transforme ça en poésie, c'est comme si je l'avais réellement vécu un petit peu. Alors, les gens qui vont écouter après les histoires que je raconte vont avoir l'impression
puis c'est de l'autobiographie tellement. C'est ce que je raconte. Et c'est vrai que c'est presque mon vécu. Ça le devient au moment où j'y pense, où je l'intègre, où est-ce que je le souffre, où est-ce que je le ressens profondément parce que je sais que je ne suis loin d'aucune réalité, que tout peut m'arriver. Si ça arrive aux autres, ça pourrait m'arriver. Autrement, évidemment, là, j'ai eu une belle enfance. Ça peut pas m'arriver que j'ai une pas belle enfance. Mais on se comprend, là. Alors, je me sens loin d'aucune réalité et j'embrasse ces réalités-là. Je les nomme parce qu'à partir du moment où on nomme, parce qu'il y a souvent des drames que je décris, on va le dire, à partir du moment où les drames sont nommés, on dirait que c'est déjà le début de la solution de la liberté. On se sent libéré d'avoir dit les choses et de se sentir moins seul dans cette réalité-là qui parfois peut être difficile. La poésie, c'est de la magie. C'est de la magie parce que ça réussit à décortiquer ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est thérapeutique aussi, beaucoup écrit. Tout le monde le dit. Alors moi, quand j'écris, il y a un côté thérapeutique aussi. C'est comme si je voulais me préparer à tout ce que la vie peut me réserver pour être sûr de m'en sortir, pour être sûr de trouver le côté positif, même dans les pires situations. C'est un petit peu ça, en fait. Ah ben écoute, c'est fantastique. Tu écris dans des carnets, hein, je pense. Tu écris dans des cahiers, oui, c'est ça. Là, quand je vais chez Archambault, là, moi, ça me coûte cher des cahiers. C'est ma plus belle richesse. Ce sont tous les cahiers que je les garde tous d'ailleurs. J'ai tous mes brouillons et tout ça. C'est tout pêle-mêle, mais je sais que c'est comme ma richesse. Je ne voudrais pas me séparer de ces cahiers-là. J'espère qu'ils sont dans un bon endroit, protégés au cas où. Ben, se protéger. Ils sont dans ma chambre, là. Fait que si je passe au feu, ben, ils vont passer au feu avec moi, là. Écoute, dans ce livre-là, Il était une fois mes chansons, ça le dit. Tu revisites toutes les chansons sur les 14 ou 15 albums dont tu parles. Pour chacune des chansons, tu expliques le contexte. Quelques phrases pour dire dans quel contexte ça a été créé. Est-ce que c'est parce que tu as gardé ça dans tes carnets, dans tes cahiers, ou quand tu écrivais la chanson, tu t'étais dit « Oh oui, à ce moment-ci, je vis telle chose », ou le souvenir est encore très présent dans le contexte? Lorsque j'ai préparé ce livre-là avec Baptiste, c'est sûr que je ne pouvais pas avoir tous les souvenirs intacts. Donc, j'y allais vraiment avec ce que je me rappelais. Si jamais j'avais le souvenir de ce que je vivais au moment de l'écriture de la chanson, eh bien, je le disais. Sinon, j'expliquais un petit peu ce que je ressentais lorsque j'interprétais cette chanson-là à tel moment de ma vie. Mais tu sais, ça dépendait de ce que je me rappelais. C'est ça qui guidait le commentaire que j'allais écrire dans le livre. Parce qu'évidemment, il y a plein de fois dans le livre où est-ce que je dis cette chanson-là, je ne me rappelle plus exactement ce qui a été le déclencheur de cette composition-là. Tout ce que je me rappelle, c'est telle chose. Alors vraiment, j'y allais avec les souvenirs qui remontaient ou l'émotion qui me revenait lorsque, encore aujourd'hui, je chante les chansons. Oui, est-ce qu'il y a des chansons, je sais que tu le dis dans le livre, mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des chansons qu'on te demande souvent, hein, dans tes spectacles. Je pense entre autres Le plus fort c'est mon temps, La visite, Les souliers verts, et tu dis que jamais ça t'agace de refaire ces chansons-là. Ça dépend lesquels. Le plus fort, c'est mon père. Jamais je pourrais pas me passer de cette chanson-là dans mes spectacles parce que ça a toujours été ma chanson fétiche. Depuis le début, on dirait que cette chanson-là est faite sur mesure pour la chanteuse que je suis, autant au niveau musical, la forme de la chanson, avec, oui, un refrain, mais qui change de texte. Donc, il y a pas trop de répétitions. Il y a peut-être 2 fois où est-ce que je répète les mêmes phrases. Sinon, c'est du nouveau texte tout le temps. Ça raconte, c'est très personnel comme façon de raconter les choses. C'est très clair aussi comme discours. Donc, ça me ressemblera toujours. Et en plus, c'est mon histoire. Donc, et c'est beau et c'est inspirant. Et c'est tellement vrai que je pourrais pas me lasser de chanter cette chanson-là. Cependant, lorsqu'il est question de chansons
caractère humoristique. C'est sûr qu'au bout de 30 ans, quand je chante Les Souliers Verts, on connaît le punch, là, tu sais. Puis au niveau musical, c'est pas ce que j'ai fait de plus extraordinaire parce que c'est une musique qui raconte l'histoire. C'était une musique accessoire. Donc, c'est sûr qu'il faut que je trouve à chaque fois que je la mets dans mes spectacles, puisque oui, ça m'est demandé souvent, à chaque fois que je la mets dans mes spectacles, je trouve une façon de ne pas m'ennuyer, de me surprendre moi-même. Alors, il faut que vous veniez me voir en spectacle pour savoir c'est quoi la façon que j'ai trouvée cette fois-ci. Ben oui, qui va nous surprendre. Oui, c'est drôle. Je me fais rire juste à y penser. Écoute, tu parles de musique. Dans ton livre, on apprend que tu as fait 3 ans de piano. Et puis, tu as laissé ça de côté. Et puis, tu as eu, à un moment donné, le cadeau d'une guitare. Et là, tu as commencé à jouer de la guitare tranquillement. On sait que c'est l'instrument avec lequel tu composes le plus. Tu en composes quand même quelques-unes au piano, c'est indiqué dans le livre. Et tu t'es entouré de grands complices musiciens aussi. Ah, ça. Oui, hein. Tout au long de ma carrière, il y a eu des musiciens extraordinaires qui font partie du succès que j'ai connu. C'est sûr que si on parle de Louis Bernier, par exemple, mon pianiste qui m'a suivi pendant des années sur scène, il avait une façon de jouer. Moi, je l'avais connu grâce à Joe Bocan. Je suis allée voir Joe Bocan en spectacle. Elle était accompagnée de Louis Bernier. Puis je me disais, mais mon Dieu, elle est donc bien chanceuse d'avoir un musicien comme ça qui porte son émotion de cette façon-là. Alors, j'ai eu la chance après ça de faire plusieurs années de tournée avec Louis Bernier. Et chaque fois, c'est comme le ciel qui s'ouvrait. Ça devient comme juste, il jouait jamais 2 fois la même chose et c'était toujours tellement inspiré que ça me portait totalement. Alors ça, ce sont des musiciens qui font partie, donc si je parle de Yves Savard, qui est mon guitariste, lui aussi mon premier guitariste, et qui est impressionnant comme ça se peut pas, qui fait partie de mon nouveau projet aussi. Je suis retournée vraiment, là, je suis entourée de mes grands complices dans le nouveau projet que je fais maintenant parce que je suis fidèle à mes complices musiciens, que ce soit Louis Bernier, Sébastien Dufour, Dominique Messier, Pierre Messier. Là, je pourrais pas tous les nommer. Guy Bélanger, Harmonica, pardon? Ils sont tous dans le livre. Oui, tu en parles dans le livre. Exactement. Beaucoup, mais... Et puis, pour moi, ces musiciens-là, donc Claude Pinault qui m'accompagne maintenant sur scène, lui aussi, là, il vient d'arriver, mais c'est comme mon coup de foudre musical du moment. Les gens tombent en amour avec. On a cette complicité qui est palpable sur scène. On fait des miracles d'émotion. Alors ça, quand je trouve un musicien comme ça, ben, il reste dans ma vie pour toute la vie, que ce soit Mégo aussi, évidemment. Ben oui, mon cher Mégo. Ben oui. Mégo, avec qui j'ai fait des choses extraordinaires. Le premier album qu'on a fait ensemble, ça a été tellement facile. C'est comme je me disais, c'est un Lemay, Claude Lemay. Lemay, ben oui. Mais c'est pas mon frère, mais c'est comme si c'était mon grand frère. Puis qu'on s'entendait comme je m'entends avec mes sœurs, tellement c'était naturel de faire de la musique ensemble. Ça a été un charme depuis que je le connais, depuis l'album du Coq à l'âme. En fait, depuis le Festival de la chanson de Granby, parce que c'est lui qui était le chef d'orchestre à Granby en 89. Donc, notre complicité dure depuis tout ce temps-là. Et souvent, lorsque je rencontre des musiciens que j'adore, ils font partie de ma famille de musiciens et ça dure toute la vie. Une fille fidèle, je pense. Oui. Une artiste fidèle. Moi qui chantais, je ne serai jamais fidèle aux hommes que j'aime, eh bien, des fois, je suis un peu menteuse. Ben, tu dis quelque chose aussi dans ton livre, et tu l'as dit souvent en entrevue, que tu ne te considères pas comme une vraie chanteuse. Non. Ben, c'est parce que je ne l'étais pas. Tu sais, souvent, les jeunes enfants... Tu as une belle voix, tu as une justesse, tu as des envolées, tu as une diction parfaite. Pourquoi tu dis que tu n'es pas une vraie chanteuse? Mais c'est parce que pour moi, un chanteur, une chanteuse, ça se doit d'avoir un registre, une puissance dans la voix, une facilité à jouer avec sa voix et tout ça. Moi, c'était comme ça que je voyais ça quand j'étais plus jeune. Alors que lorsque j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, même
21 ans. Je veux dire, ça a été très court, là, le moment où j'ai commencé à chanter puis commencé à me sentir à l'aise assez avec ma voix pour oser chanter devant des gens. Ça a été rapide entre ma victoire, entre le moment où j'ai commencé à chanter et ma victoire au Festival de la chanson de Granby. Mais dans ma tête, je me disais, ce qui m'a fait gagner, c'est vraiment pas ma voix, ce sont mes textes. Et quand j'invitais les gens à m'écouter, au début de ma carrière, je disais toujours, écoutez pas ma voix, écoutez mes textes. Parce que si vous écoutez ma voix, vous allez décrocher. Et puis, au fil des années, quand même, à force de faire des spectacles, je me suis rendu compte que c'est un muscle, qu'on peut se développer une voix, une façon de chanter, devenir plus confortable dans nos interprétations à force de faire le métier. Alors, moi, j'étais une raconteuse. Et encore aujourd'hui, je me sens comme ça parce que c'est comme ça que j'ai débuté, mais c'est vrai que ma voix a pris du mieux avec les années. Donc, tu te vois plus raconteuse que chanteuse. Oui, vraiment. Ouais. En fait, c'est que si j'étais pas une auteure au départ, je ne serais jamais devenue chanteuse. Ça m'aurait même pas passé par l'esprit. Ah, c'est intéressant, ça. Okay. Mais c'est ça. C'est vraiment parce que j'avais des textes et que je voulais qu'on écoute mes textes et que là, quand j'ai trouvé la chanson pour porter ces textes-là vers les oreilles des gens, ça a fait comme « wow! Révélation! » Ça amplifie l'émotion quand on chante ces textes-là, quand on chante la poésie. Wow! Ça y donne une puissance. Alors là, même avec une voix qui était toute petite, ça faisait quand même exploser l'émotion. Et c'est ça qui m'a donné envie de chanter parce que jamais j'aurais pensé à chanter dans ma vie. Alors, s'il n'y avait pas eu de tes textes à toi, on n'aurait pas parlé de Linda Lemay, interprète et chanteuse. Et voilà. Et en plus, le fait que j'étais si timide à propos de ma voix, en tout cas pas sûre de moi au niveau vocal, ben ça fait en sorte que je ne suis pas tombée dans le piège non plus de chanter dans les bars et de chanter des interprétations des autres chansons. Ben, je me disais, non, moi, si je n'ai pas mes textes, je ne chante pas. Jamais j'oserais mettre ma voix sur le vieux du bas du fleuve, là, parce que dans ma tête, ça prenait des vrais chanteurs pour chanter. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve. C'est comme, j'aurais pas osé, mais je me disais, si ce sont mes textes, je ne vais pas insulter personne à mettre ma voix dessus. Ce sont mes chansons à moi. Donc, ça, je me donnais le droit de chanter. Et puis, donc, ça m'a donné la chance d'être reconnue pour mon œuvre à moi. Et c'est ça c'est un cadeau que je me suis fait finalement sans en être consciente. En fait, ta couleur à toi. Oui. C'est ça, c'est l'ensemble, c'est la couleur. J'aurais envie de te faire un pouce comme ça, un peu comme Charles Aznavour t'a fait au moment où il t'a entendu chanter et à quel point il aimait profondément tes textes, tes chansons, ta voix, tout ce que tu étais sur scène. Ça a été un très gros appui, une très belle reconnaissance pour toi aussi, pour en même temps avec Gérard Davout, de pénétrer le marché français. Ouais. Hein, tout cet amour-là de M. Aznavour. Quand je repense à ça, c'est comme si c'est trop gros pour être vrai. Les choses qui me sont arrivées dans ma vie et qui m'arrivent encore, puis de faire encore récemment un 61e Olympia, où est-ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait Charles Aznavour qui m'épinglait en tant que chevalier des arts et des lettres, qui me donnait une médaille. Tu vois, il y a tellement de grosses choses qui se sont passées dans ma vie, de gros cadeaux que j'ai reçus, que les années passent, puis tu regardes derrière, tu dis, j'ai vécu ça, moi. Puis tu te reconnais à peine. Tu dis, ça se peut pas que ça soit moi qui ai vécu toutes ces belles choses-là. Et ça continue. Donc, ça fait juste me convaincre de continuer de faire confiance à la vie. Et quand j'ai rencontré Charles Aznavour, ben, c'était un pur hasard. J'étais invitée pour aller participer à un hommage à Charles Trenet. Ça a été un beau cadeau de la vie aussi, de me retrouver sur la scène avec plein d'autres artistes au Festival de jazz de Montreux en 96. Et il y avait Charles Aznavour. Je ne savais pas, je l'ai vu au premier rang à côté de Charles Trenet. On s'entend, les deux grands Charles, monuments. Et puis, je termine ma première chanson, il me fait un pouce en l'air comme ça. Et puis là, je termine la troisième chanson qui était une des miennes, La Visite. La salle était écroulée de rire et ça a été le coup de foudre. Donc, Charles Aznavour a demandé à Gérard Davoust, qui était son partenaire chez Raoul Breton, on va lui demander si elle est libre d'édition. En une chanson,
Charles Aznavour voulait que je sois éditée aux éditions Raoul Breton sans savoir le reste de mon répertoire parce qu'il avait compris l'artiste déjà que je représentais. Et puis après ça, il est venu à Québec. On s'est rencontrés. Je lui ai chanté des chansons sur la scène du Capitole comme ça pendant les soundchecks pour lui montrer qu'est-ce que j'avais d'autre à part la visite. Ben oui. Et puis, ça a été le début de... J'ose pas appeler ça une amitié parce que pour moi, une amitié, jamais j'oserais me dire l'ami de Charles Aznavour, mais c'est comme ça qu'il me traitait, les bras ouverts comme ça. Non seulement qu'il m'accueillait dans sa famille d'artistes, d'auteurs, avec tout le respect du monde, mais en plus, dans sa famille à lui, parce que souvent, il se déplaçait en famille avec ses enfants, femmes et tout ça, et il venait me voir dans mes spectacles, puis il me complimentait sur mes chansons. Il aimait vraiment ce que je faisais, puis il osait en parler à tout le monde en disant « Allez écouter cet artiste-là ». Alors, ça a été une bénédiction pour moi, bien évidemment, qu'un grand homme de la chanson aime sincèrement ce que je créais. Et le public français aussi, qui t'aime, t'adore. Et encore là, comme je te le disais tantôt, j'ai passé beaucoup de jours à te réécouter en spectacle et tout ça. Bon, puis là, je voyais des chansons, puis je me disais, puis les gens rient, puis on est enfant. Et là, tu chantes, La Visite, entre autres, où il y a quand même quelques expressions québécoises, une doublure, et qu'on aime. Oh oui, ils comprennent, mais peut-être parce que aussi je prononce tellement mes tellement de bonne diction, c'est vrai. Fait que ça permet au public français, suisse, belge de comprendre dans le contexte ce que ça signifie, ce que je veux dire, même s'il y a des expressions québécoises, les gens, les Européens vont trouver ça charmant parce qu'en général, les Européens trouvent notre accent québécois très charmant. Alors, ça joue pour moi aussi sur mon succès international. Mais là, on parle d'un succès, là, je lisais justement dans le livre, écoute, des mois complets à guichet fermé. Des mois complets, mais c'est extraordinaire. Non, puis ça fait 30 ans que ça dure. Et là, je viens de retourner encore en tournée. On est en pleine pandémie. Jusqu'au dernier jour, on ne savait pas si ça allait se confirmer. Les gens attendent à la dernière minute pour acheter leurs billets, évidemment. Il y en a qui l'ont depuis 2 ans puis c'est reporté. Mais disons que le nouveau public, celui qui voudrait remplir les salles depuis des mois, les gens ont tendance à attendre un petit peu plus. Puis encore, je suis arrivée en France. C'était pas plein partout parce qu'il y avait des fois les balcons où est-ce qu'il manquait un petit peu de monde. On avait des belles salles remplies de gens qui chantaient avec moi. C'était incroyable. Alors qu'ici, on pouvait même pas faire de spectacle. On peut pas. En fait, ça ouvre là à nouveau. Ça va ouvrir bientôt. Ça ouvre bientôt. Mais disons que je me sentais très, très privilégiée quand je pensais aux artistes d'ici qui ne pouvaient pas faire le métier et qui n'ont pas la chance de prendre l'avion pour aller faire leur métier de l'autre côté. Je les prends dans mes bras et puis il faut être patient ici. Là. Vraiment, là, on a hâte que ça se termine. Ah oui, je comprends donc. Écoute, j'ai envie de te parler. Tu dis, il y avait des belles salles, le public chantait. J'aurais envie de dire, public ou studio, ou public et studio pour toi? Est-ce que le public, c'est une dimension dont tu as absolument besoin? Absolument. Ce dont j'ai besoin le plus, puis ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai été obligée de me couper de la scène pour rester en famille, pour régler mes affaires. J'ai fait un burn-out et tout ça. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais je me suis rendu compte de qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Là, je me posais des questions et je me suis rendu compte que ce que je ne peux pas arrêter, c'est de créer. Créer, c'est mon besoin, c'est physique. Il faut, à un moment donné, que je crée quelque chose, que je puise dans le mystère et puis que là, tout à coup, je fasse apparaître quelque chose qui n'existait pas avant que je le crée, que ce soit sur le piano, parce que maintenant, je joue de plus en plus de piano, sur la guitare et puis en poésie. C'est un sentiment incroyable qui fait que j'ai l'impression d'avoir ma place dans le monde. C'est un petit peu ça. Après, c'est sûr que le moment où je peux le partager avec le public, ça, c'est l'autre étape. Donc, ça, c'est le plus important. Tout ça dans ma vie, c'est premièrement de créer, ensuite de le partager avec le public. Le studio, ça vient en troisième. Le studio, c'est extraordinaire. Ça nous permet de partager ce qu'on fait. Et quand on ne peut pas faire de scène en plus,
c'est d'autant plus important. Mais je dirais que les gens qui ont tendance à aimer mes chansons pour longtemps, souvent, c'est parce qu'ils m'ont entendu les livrer sur scène. Et après, quand ils vont écouter la version studio, ils vont se rappeler de l'émotion qui les a habitées alors que j'étais sur scène, parce qu'il y a quelque chose de différent dans cette énergie-là qu'il y a entre le public et moi, cette complicité-là. Ça me fait chanter autrement. Et c'est pour ça aussi, souvent, que dans ma carrière, j'ai fait des albums live, parce que cette énergie-là fait partie de la composition d'une chanson, parce que je fais souvent de l'humour aussi. Donc, si les rires ne sont pas là au moment où je fais ma blague, c'est comme il manque une partie à la chanson. Donc, le public fait partie c'est ça, des orchestrations. Même si le public est silencieux, même si j'aime ça. Ça fait partie des orchestrations parce que ça me donne mon souffle à moi. C'est beau ça, j'aime ça. J'aime ça dit comme ça. Écoute, avant qu'on parle de Il était 11 fois, parce qu'on s'en va tranquillement vers la fin, on est dans la région de la Mauricie et on a notre Fabiola Toupin et Manon Brunet qui sont originaires de cette région. Fabiola y habite toujours. Manon est à l'extérieur, à Montréal. Tu as créé l'opéra folk Un éternel hiver et c'est Fabiola qui avait le rôle principal. Et Manon était aussi dans cette production-là. Oui. Alors, toi, tu as connu de près, vous l'avez présenté énormément de fois en France. Et là, tu étais enceinte de ta deuxième fille. Exactement. Vous étiez bien c'est drôle parce que dans l'histoire que je raconte dans l'opéra folk Un éternel hiver, c'est Fabiola qui avait le rôle de la femme enceinte qui finalement a un bébé et tout ça. Donc, à un moment donné, comme j'étais enceinte de ma deuxième fille, moi, j'étais la mère de Fabiola. Je jouais le rôle de la mère de Fabiola. Mais là, à un moment donné, on était les deux à avoir une bédaine. Donc, il était temps que ça se termine. Parce que c'était plus tellement crédible. J'avais beau essayer de m'habiller de toutes les façons. Donc, c'est un peu ça qui a mis un terme à l'aventure d'un éternel hiver, qui était vraiment là, très apprécié là, du public un petit peu partout. Et donc, ça a été une expérience unique avec Fabiola, avec Manon, avec Yvan Pedneau aussi, qui était tellement touchant. Donc, ça m'a fait grandir. Mais tu as créé ça, tu as écrit un opéra folk. Il faut le faire quand même. Quand même fou, puis c'était dramatique, puis il y avait des touches d'humour, mais tu sais, c'est quand même, tu peux pas faire de l'humour comme dans mon tour de chant à moi, où est-ce que j'alterne, puis que là, je passe du rire aux larmes, puis d'un extrême à l'autre. Là, il y a une histoire qui se raconte, donc si c'est dramatique, c'est du théâtre un petit peu plus. Fallait oser le faire. Et puis, je suis fière d'avoir osé ça et d'avoir réussi à toucher le cœur des gens. Il y a encore des gens aujourd'hui qui me demandent « mais t'as pas un DVD de ton opéra? » Non, hein? Ben non, j'ai pas eu le temps, puis je leur explique toujours que j'avais le choix entre faire un DVD ou faire un bon bébé. J'ai fait un bon et beau bébé en santé. Donc, et le reste, on le garde dans notre cœur, dans nos souvenirs. Puis un jour, on refera peut-être une nouvelle production de ça. Écoute, ça nous amène, ben là, il y a la mère, hein, là, tu viens de parler de ta deuxième fille, tes deux filles, elles ont quel âge, tes filles? Ma grande a 24 ans et ma plus jeune, elle a 15 ans. 15 ans déjà, bel ado. Oui, c'est ça. Donc, ça va vite. Et les deux me comblent d'une fierté qui se décrit même pas. Ce sont, tu sais, souvent dans mes chansons, il y a une de mes chansons, puis j'en parle sûrement dans le livre, ça s'appelle « Donnez-lui la passion ». C'est la prière que je faisais pour mes filles. En fait, c'était pour Jessie à l'époque. Ruby était pas née lorsque j'ai écrit la chanson « Donnez-lui la passion ». Aujourd'hui, lorsque je la chante sur scène, évidemment, j'ai mes deux filles dans mon cœur et je la chante avec tellement d'émotion toujours. Et c'est de les voir passionnées toutes les deux. Ma grande est passionnée de trapèze volant. Elle étudie pour être professeure de français. C'est une passionnée des mots aussi. Elle écrit des chansons comme... C'est vrai? Elle pourrait faire ce métier-là. Elle chante divinement bien. Et même chose pour ma plus jeune, qui a une voix. Moi, j'arrête pas de dire, mais Ruby, c'est plate que tu veuilles pas faire ça parce que, mon Dieu, que tu as le talent. Elle a une voix qui peut chanter n'importe quoi, une voix avec un timbre unique. Là, je parle de la plus jeune, mais la plus grande aussi. Oui. Donc, et ma plus jeune, elle, sa passion, c'est le dessin. Mais c'est impressionnant. Donc, de voir que mes deux filles
ont de la passion. Leur passion, qu'elles sont des filles passionnées, qu'elles osent. C'est beau de les voir aller. Donc, je me dis, hey, regarde, mon vœu s'est réalisé. Donnez-lui la passion, ben c'est ça, elle l'a. Elles ont la passion, bravo. Oui. Mais Linda, presque en se quittant, là, c'est vrai, Oui. on parlait tout à l'heure, on a commencé l'entretien, notre conversation. On a commencé avec, il était 11 fois, 11 albums de 11 chansons en 1111 jours. Oui. Jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas, il y en a 5 de fait. Hein? 5, effectivement. 5 et qui s'appelle Haute-Mer. Haute-Mer, ça, c'est le dernier, le 5e. Le dernier, qui est sorti en mai 21, c'est ça? Et voilà, ça, c'est le dernier qui est sorti. Là, je me suis concentrée sur la tournée qui reprenait enfin. Donc, j'ai tout mis là-dessus. J'ai repoussé la sortie des autres. Donc, c'est à l'automne que devraient sortir 2 ou 3 nouveaux albums au début de l'automne. Et puis après ça, les autres vont venir. Mais tout est enregistré en général. Reste à peaufiner puis à faire les mix pour pouvoir les mettre sur album. Mais déjà au premier jour, donc le 11 du 11 2020, tout était déjà enregistré, beaucoup plus que 121 chansons, en fait, parce que pour en choisir 121 bonnes, vous imaginez ce qu'il faut avoir écrit et enregistré, et c'est ça. Donc, c'est du gros travail. Quand je dis que je travaillais presque 24 heures sur 24, c'est vrai que je dormais 2-3 heures par nuit, mais souvent, lorsque je fais de l'insomnie, je trouve ça épouvantable de dormir 2-3 heures par nuit sur des longues périodes. Je l'ai vécu et ça peut rendre malade. Mais lorsque c'est en période de création, on dirait que ça me nourrit. Je suis nourrie par une autre énergie et ça me fait devenir une superwoman. Je me dis, mon Dieu, la plupart des gens seraient morts à pas dormir plus que ça et à travailler autant. Et puis moi, je survis. Je me dis, mon Dieu, je suis pas tuable. Donc, c'est vraiment que je me nourris d'une énergie qui est autre que celle qu'on va trouver dans le sommeil, mais je vais la chercher dans l'inspiration. C'est tellement nourrissant, là. C'est magnifique. Mais ce que tu disais tantôt aussi, tu disais, puis tu le dis dans ton livre aussi, tu t'es posé la question à ce moment-ci, en pleine pandémie, à ton chalet, je fais quoi, moi, là, je suis rendue où dans ma vie? Puis tu as dit, je suis une créatrice, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, tu es une créatrice, et cette créatrice-là, ben, des fois, elle dort pas. Oui. Puis des fois, elle a 2-3 heures de sommeil, mais c'est une bonne énergie, comme tu dis. Oui, c'est ça, exactement. Quand je me réveille, parce que là, j'ai une idée de chanson, puis que je sais que je ne vais pas redormir parce que là, il faut que je l'écrive. Si je suis dans l'urgence d'écrire ce qui vient de me passer par la tête, eh bien, je ne vais jamais résister à ça pour avoir 2-3 heures de sommeil de plus. C'est bien mieux de créer la chanson, puis après ça, de se nourrir de la fierté qui vient avec, du bonheur que ça m'apporte, et puis du bonheur que ça apporte aussi aux gens qui vont l'écouter quand ça leur parle à eux aussi, là. Alors, c'est ça. Moi, j'ai écouté Haute-Mer. J'ai écouté des extraits. Oh, c'est beau. Oh, merci. J'ai eu une émotion. Honnêtement, là, merci. Merci de cette façon de raconter. De le chanter, de le raconter, de le dire, à quel point tu es unique, je te l'ai dit tout à l'heure, même avant qu'on enregistre, tu es unique dans cette façon de faire. Il n'y a personne comme toi. Ce style-là, cette voix-là, à tous les niveaux, là, la voix créatrice et la voix. Merci pour tout ça, Linda. Vraiment, je te demandais au début de l'entretien, tu me disais, en fait, moi, je me sens utile dans tout ça. Oui. Moi, je pense que ton art fait œuvre plus qu'utile auprès de nous. Oh, merci. Et puis, c'est pas de la complaisance. Je le pense réellement, c'est tout à fait sincère. Et ce livre-là, écoutez, je vous invite les gens à la maison à le lire, à le parcourir. 14 albums qui sont signifiés. 14 albums avec toutes les chansons de chacun des albums, avec une explication, avec des passages après ça, dans cette période-là, qu'est-ce qui se passait pour Linda Lemay, c'était la France, des personnes. Alors, il y a de tout, et puis en plus, c'est agrémenté de très, très belles photos. Linda Lemay, ça a été un immense plaisir. 4 millions d'albums vendus, ça va continuer de grimper encore. Je n'ose même pas te demander combien de chansons écrites depuis 30 ans. Je ne le sais même pas exactement. Je pense que quelqu'un a fait le décompte, là, mais il y en a plus qu'un gros millier, là, peut-être 1000, je ne sais pas combien, mais ça, c'est en les comptant toutes, parce que moi, je les garde toutes, même les mauvaises, je les garde. Je veux savoir le travail que ça m'a pris pour me rendre à l'écriture d'une bonne. Donc, je garde même les mauvaises juste dans mon petit coffre au trésor.
Peut-être qu'un jour, on aura droit à des ateliers d'écriture de chansons avec toi. Oui, peut-être. Un jour. Un jour, peut-être. Mais je pense que je vais commencer par réaliser mon rêve d'écrire un roman avant de tomber dans l'histoire de donner des cours. Parce que je suis trop timide. Je me ramasse comme à l'école quand j'étais « Ah, mon Dieu, non, j'avais pas confiance en moi. » Donc, si je me retrouve devant des gens qui veulent apprendre, je me sentirais comme pas à la hauteur. Je vais me sentir timide. C'est ça qui me retiendrait à ce moment-ci de ma vie de donner des cours d'écriture de chansons. Alors, écoute, je suis en train d'entendre que tu t'en irais peut-être vers éventuellement l'écriture d'un roman. Tu l'avais déjà essayé plus jeune, tu avais mis ça de côté. Oui. Alors, écoute, si tu écris un roman, je veux bien te recevoir à nouveau pour parler de ce roman-là. OK, parfait. C'est un deal. C'est un deal, puis c'est pas une promesse parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Mais disons qu'on en a parlé. Hein? Oui, voilà. Super. Ça a été un plaisir, Linda Lemay. Merci pour cette écriture. Merci pour cette profondeur dans les chansons. Merci pour cet entretien. Merci pour ce livre. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.